Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute! Je suis régulièrement sollicitée pour savoir comment se former en legal design. Et à ce propos, je ne peux que vous conseiller d'écouter la mini-série consacrée au legal design mise en ligne sur mon site et ce podcast dès juin 2021. Vous y trouverez de nombreuses ressources. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que je vais vous faire découvrir avec mes deux invités une toute nouvelle formation certifiante pour vous initier au legal design. Cette formation est proposée par l'EDEC Business School en partenariat avec Juridi Legal Design et le juriste de demain. Je vous présente rapidement mes invités. Christophe Roquilly, qui est professeur et doyen honoraire du corps professoral à l'EDEC Business School. Il dirige également l'EDEC Augmented Law Institute et il est vice-président du Cercle de la Compliance. Et Siem Ayadi, qui est avocate depuis 2001 et qui a été directrice juridique dans des grands groupes français à dimension internationale. Elle a fondé en 2019 Juridi Legal Design et en 2022, elle lance la première plateforme de legal design en ligne, Law Designer. Bonjour Christophe et bonjour Siem, je suis ravie de vous avoir tous les deux aujourd'hui sur le podcast Tout droit tout simple. On va parler formation, on va parler legal design avec tous les trois ensemble. Et je vous ai un petit peu présenté déjà dans l'introduction. Est-ce que je peux vous demander déjà, avec cette formation, quels étaient vos objectifs principaux en créant cette formation sur le legal design, qui est, je le précise, en partenariat avec Juridi évidemment et le juriste de demain? Tout à fait, Delphine. Merci pour ton invitation. Effectivement, on avait à la base plusieurs objectifs avec cette formation, en créant cette formation certifiante EDEC All 1 en Legal Design. Donc, tout d'abord, en fait, nous voulions d'abord démocratiser et professionnaliser la pratique du legal design par les professionnels du droit, puisque c'est une formation qui s'adresse à tous les professionnels du droit, qu'ils soient juristes en entreprise ou avocats en cabinet. Ensuite, nous voulions aussi aider les professionnels du droit donc à se démarquer et à s'adapter à l'évolution du marché. Comme tu le sais, avec la digitalisation, la complexification du droit, donc il est essentiel pour les juristes d'acquérir des compétences nouvelles et transversales. Et le legal design, combiné à une bonne compréhension de ces technologies, il permet à ces professionnels du droit d'être plus agiles, plus centrés sur leurs clients et de créer plus de valeur pour leur organisation et pour leurs clients. Et enfin, après je vais laisser Christophe compléter, nous voulions aussi contribuer à la transformation des équipes juridiques en les encourageant avec cette formation, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, où il y a plusieurs compétences à développer, d'adopter au fait une approche plutôt collaborative et innovante de la communication autour du droit. Et je pense que cette formation Legal Design est une excellente opportunité pour ces équipes pour améliorer leur performance et renforcer aussi leur rôle stratégique dans leur organisation. En fait, c'est une formation qu'on a décidé de co-concevoir et coproduire. Donc, c'est une coproduction juridique avec Siem et EDEC Augmented Law Institute. Mais vous savez, l'EDEC Augmented Law Institute, en réalité, c'est l'EDEC. On est une business unit de l'EDEC. Plusieurs raisons en complément de ce qu'a dit Siem il y a quelques instants. Premièrement, comme vous le savez peut-être, nous travaillons, un de nos sujets, c'est la transformation des équipes juridiques, l'augmentation en compétences des équipes juridiques, cette notion, alors bon, qui fait parfois couler de l'encre à juste titre ou pas, de juriste augmenté, où pour nous, le positionnement est très, très simple et très clair. Les compétences de base, l'expertise, le cœur d'expertise du métier de juriste au sens large, ce sont les compétences juridiques. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, il faut d'autres compétences pour être performant en tant que juriste, en tant qu'avocat ou en tant que profession juridique. Il faut notamment des compétences digitales, des compétences business, des compétences comportementales, les soft skills. Bon. Donc,
On travaille sur ces sujets-là et en particulier, on crée, on produit, on distribue des formations dans des formats qui sont aujourd'hui principalement des formats en ligne, soit du en ligne mais live, donc rendez-vous demain à telle heure, etc., soit du en ligne format vidéo produite et rendu disponible ensuite, comme on l'a fait avec Juridi. On l'a fait sur d'autres sujets, hein, sur le legal operations, sur les compétences pour les juristes bancaires augmentés, pour les avocats mandataires sportifs. On a d'autres projets dans les cartons. Et quand on a les compétences nous-mêmes en interne, on peut le faire seul et puis on va chercher éventuellement des expertises complémentaires. Et puis, quand on ne les a pas ou qu'on considère qu'elles ne sont pas suffisantes, eh bien, on regarde avec qui on pourrait travailler sur le marché. Et quand on cherche un partenaire sur le marché, ce qui nous anime hein, principalement, j'allais dire, c'est trouver un partenaire qui a les compétences et l'expertise. Deuxièmement, qui a une réputation solide parce qu'on engage, nous, la marque EDEC hein, et la réputation de l'EDEC. Et troisièmement, et c'est encore mieux, quand on peut trouver un partenaire et donc une ou des personnes physiques qui sont sympas, ouvertes, qui partagent des valeurs identiques ou similaires avec nous. Et c'était le cas avec Juridi et CIEM. Donc, pour conclure hein, sur ce point-là, on s'est dit, bah, effectivement, dans l'augmentation des compétences des juristes, pour qu'ils soient mieux armés dans le cadre de l'exercice de leur mission, pour être plus performants, pour mieux adresser les besoins de leurs clients, que ce soit des clients externes pour les avocats ou des clients internes pour les directions juridiques. Bah, le legal design, hein, je pense qu'on en reparlera de toute évidence, c'est une compétence ou un ensemble de compétences qui est clé. Donc, voilà, discussion avec CIEM pour créer, lancer ce programme. Donc, je le redis, coproduction Juridi EDEC Augmented Law Institute, avec une certification EDEC All 1, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui est disponible sur la plateforme de notre partenaire, le juriste de demain. Voilà. Et alors, quels sont les éléments justement clés de cette formation et comment ces éléments permettent aux participants, aux apprenants d'acquérir des compétences en legal design, en fait, concrètement? Déjà, dans la continuité de ce que vient de dire Christophe, il y a le premier point qui est le programme. Donc, le programme, on l'a conçu avec la méthode, j'ai envie de dire, pédagogique et académique de l'EDEC Augmented Law Institute. Et il a été réfléchi sous forme de parcours d'apprentissage avec 7 modules complémentaires où, d'une part, nous avons identifié les compétences essentielles pour pratiquer le legal design qu'on a tiré du référentiel des 150 compétences du référentiel du juriste augmenté, issu lui-même de l'analyse du marché qui a été faite par l'EDEC. Et d'autre part, nous avons réfléchi le programme, comme je viens de le dire, sous une forme de parcours, c'est-à-dire plus l'apprenant il avance dans la formation, plus il approfondit ses connaissances avec des compétences identifiées par module. Et le programme est très complet par rapport à la méthode du legal design. Donc, il n'y a pas que la partie théorique, il y a des modules, notamment le langage juridique clair, le langage visuel, des cas concrets qui permettent vraiment d'approfondir ses connaissances. Le deuxième point, je pense, qui est un élément clé de cette formation, c'est la diversité, j'ai envie de dire, des intervenants experts et aussi des invités témoins praticiens du legal design. Donc, pour chaque module, on a un intervenant expert dans son domaine. Je pense par exemple au langage juridique clair. Nous avons fait appel à Stéphanie Guillaume, qui fait partie des pionniers du langage clair en France, avec son agence avec des mots. Et aussi, on a fait intervenir des praticiens qui soient des avocats ou des directeurs juridiques qui sont venus témoigner dans les différents modules avec des vrais projets qu'ils ont menés dans leur cabinet ou dans leur direction juridique, où ils montrent aussi ce qu'ils ont pu faire pour permettre à l'apprenant de s'en inspirer pour sa pratique ou pourquoi pas pour refaire la même chose. Et donc, je pense que c'est ça vraiment les éléments clés de cette formation, outre le fait qu'elle soit en ligne.
Donc, elle s'adapte aussi aux contraintes des professionnels du droit pour trouver le temps de se former. Et elle est accessible 24 heures sur 24 sur la plateforme de notre partenaire, le Juriste Demain. Je laisse peut-être Christophe compléter s'il le souhaite. Oui, mais c'est tout à fait ça. Ce qui s'est passé, c'est que on a d'une part appliqué en fait le modèle que nous on a créé pour ce type de formation. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord des compétences prioritaires. Et comme Siem l'a dit, ça, on les a identifiées et on a sorti un livre blanc avec Juridi en demandant à certains experts du marché de nous aider à identifier quelles sont, selon eux, les compétences clés et prioritaires quand on veut développer une activité de legal designer dans une équipe ou à titre individuel, enfin, quel que soit le cadre ou l'organisation. Et puis, une fois qu'on a identifié ces compétences, on crée le fil conducteur de la formation par module, chaque module correspondant à une ou plusieurs compétences. Et puis ensuite, et ça a été la magie d'une partie du travail que Siem a fourni, c'était d'identifier effectivement les bons experts, les bons témoins pour qu'on ait le maximum de diversité, surtout sur un sujet où, on le sait très bien, il y a une forte transversalité. Il y a du design, il y a une compréhension des concepts, des schémas, du mode de raisonnement juridique. Il y a une partie gestion de projet, il y a une partie impact client, il y a une partie communication. Et de ce fait-là, c'était important d'avoir des personnes qui aient des regards complémentaires, mais des regards tournés vers la même direction, à savoir être contributifs dans cette formation et pour cette formation. Ok, c'est clair. Et comme, alors j'imagine, hein, mais comme dans tout projet, évidemment, il y a des difficultés qui apparaissent peut-être. Quelles ont été vos principales difficultés et comment vous avez affronté ça? Comment, lors de la conception de la formation ou après même, comment vous avez surmonté les difficultés que vous avez rencontrées? Au fait, je pense comme tout programme de formation, déjà sur un sujet innovant qui n'est pas encore bien connu de tous, et aussi pour trouver, comme l'a dit Christophe, les différentes expertises qui se combinent. J'ai envie de dire, on n'a pas trouvé, on n'a pas eu de difficultés à proprement dit, hein. C'était plutôt, de mon point de vue, plutôt des défis, pas des difficultés. Et pour moi, c'était plutôt vraiment le défi de bâtir un programme en mode parcours avec des modules complémentaires pour acquérir des compétences essentielles, clés en lien avec tout le travail qu'a effectué et qu'effectue toujours l'EDEC en termes de recherche autour de toutes ces compétences que Christophe a citées, que ce soit les soft skills, les business skills et les digital skills, en lien donc avec le legal design. Et donc, mettre tout ça en musique et aussi trouver en parallèle les professionnels, experts qui sont reconnus dans leur pratique pour mettre tout ça en musique et pour avoir une formation vraiment complète et qui apporte de la valeur, que ce soit aux avocats ou aux juristes. Ok. Et sans revenir alors sur les éléments clés, parce que tu l'as pas mal évoqué tout à l'heure, Siem, de la formation, en quoi elle se distingue des autres? Parce qu'il y a une petite offre sur le marché qui n'est pas énorme hein, de formation sur legal design, mais en quoi la vôtre, elle se distingue sur celles qui sont disponibles aujourd'hui? Je vais le dire à la place de Christophe, tout humblement. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est la première et unique formation certifiante EDEC en plus sur le marché et qui aborde le sujet du legal design de façon complète et concrète et qui regroupe autant d'experts dans leur domaine. Oui, tout à fait. Hein, je pense que voilà, il y a cette flexibilité. Alors, il peut y avoir aussi des limites hein, à ce type de format, et ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure quand on Oui. abordera ce qu'on peut prévoir pour la suite. Mais la flexibilité, puisque les participants, les personnes qui veulent se former, ils vont se connectent quand ils en ont envie, à leur rythme. Voilà, donc c'est pas du tout contraignant à ce niveau-là. Il y a cette richesse dans les intervenants qu'on a déjà évoquée. Donc diversité aussi de point de vue, diversité d'apport d'expertise, diversité de prismes, y compris en tant que client du legal design pour certains témoins.
Et puis, c'est gentil, Siem, hein, de l'avoir dit, mais alors, c'est forcément, enfin, on l'espère en tout cas, un élément différenciant. Le fait que nous, on donne notre certification, ça veut dire qu'on considère que le programme, il est au standard de qualité suffisant par rapport à nos standards EDHEC pour qu'on mette la marque EDHEC en jeu. On ne ferait Oui. pas forcément avec tout le monde. Il a pu arriver qu'on ait des propositions sur certaines choses, on ne les a pas nécessairement acceptées. Voilà, donc c'est quand même une gage. Alors, ça sous-entend évidemment que les personnes donnent du crédit à l'EDHEC, hein, en termes de réputation. Mais je voudrais juste rajouter un point très très rapidement par rapport à la question précédente, hein, Delphine, sur les difficultés. En fait, on le sait très bien, intellectualiser quelque chose, c'est pas très compliqué. En faire une réalité, c'est-à-dire passer de la créativité à l'innovation, c'est tout de suite plus compliqué, surtout quand il y a plusieurs parties prenantes, en l'occurrence nous, Juridi, le juriste de demain qui à la fois est avec nous dans la production des vidéos et ensuite dans la distribution. Donc, il faut être certain que tout le monde va jouer sa partition et avoir un leader ou une leader qui tient la route et qui est en capacité, si jamais il y a un problème, et c'est arrivé, un intervenant qui ne peut pas, de rebondir très vite. Et là encore, je le dis parce que je pense que c'est important et les projets n'existent et ne sont couronnés de succès que s'il y a les bonnes personnes, parce que le CIEM a tenu ce rôle-là parfaitement. Et bon, des projets, j'en ai quand même fait quelques-uns, comme toutes les deux, vous deux, hein, dans ma vie. Bon, sauf que moi, je suis plus âgé, donc j'en ai peut-être vu un peu plus. Euh, ça marche pas toujours aussi bien. Ça marche Ouais. pas toujours aussi bien. Là, franchement, ça a été un régal parce que moi, en tout cas de mon côté, il n'y a pas eu de problème à gérer. C'était très fluide avec CIEM. Alors, vous l'avez évoqué tous les deux tout à l'heure. Effectivement, il s'agit d'une certification. Donc, c'est une formation certifiante et pas diplômante. Est-ce que peut-être, Christophe, vous pouvez expliquer la différence entre la certification Bien sûr. et le diplôme? Ouais. Alors déjà, je ne parlais que de l'EDHEC, mais je le remets dans son contexte général. Aujourd'hui, il existe sur le marché, alors ça peut être en droit, ça peut être en management, ça peut être en ingénierie, enfin dans tous les domaines, il existe des programmes qui sont diplômants. D'accord? Certains programmes sont diplômants et le diplôme est en plus un diplôme reconnu, visé par l'État. Et dans certains cas, ce diplôme, il amène à un grade, par exemple le grade master. Euh, alors, à l'EDHEC, nous, évidemment, on est présent sur ce format-là. Nous avons des programmes diplômants. Aujourd'hui, le marché, en tout cas, je parle de la formation professionnelle, est un marché qui est de plus en plus tourné vers des formations non diplômantes. Je m'explique. Alors, il existera toujours des formations diplômantes, bien sûr, pour des praticiens, pour des personnes qui sont en entreprise, en cabinet, etc. Alors, on n'a pas le temps de développer plus dans le détail, mais en particulier pour les professions juridiques, globalement, les personnes n'ont pas le temps d'aller vers des formations diplômantes. Ou alors, et ça c'est très bien, évidemment, on est sur des reconversions ou des périodes de transition, c'est-à-dire que la personne se trouve dans un moment de sa vie où elle a le temps de se poser, de se dire, bon, tiens, c'est le moment d'aller me former, de prendre 6 mois, 12 mois, parfois 18 mois si on prend certains programmes, mais entre 6 et 12 mois, typiquement sur des formats MBA ou exécutifs MBA, pour aller me former. Bon. Ça, c'est quand même pas le cas le plus courant. Et ce qu'on voit se développer beaucoup depuis maintenant quelques années, et c'est vrai que la période Covid y a aussi beaucoup contribué, sont des formations qui ne sont pas diplômantes. Donc, dès lors qu'elles ne sont pas diplômantes, on n'est plus contingenté par certaines exigences qui sont légitimes, pour être sûr que voilà, il ne se fait pas n'importe quoi, n'importe où, mais qui sont des contraintes liées au format du diplôme et éventuellement à un grade. Ça permet de faire des formations plus courtes, plus flexibles, d'accord. Alors, en l'occurrence, si on prend la formation dont on est en train de parler, à laquelle nous, on va attribuer une certification EDHEC. Alors,
Ça n'a pas moins ni plus de valeur que le fait que la certification soit donnée par l'EDEC, d'accord? Donc, l'État n'a rien à voir avec ça. Mm. Ce qu'il y a, c'est que l'EDEC étant une marque, bon, qu'on peut le dire, reconnue sur le marché, ayant une certaine notoriété en France et à l'international, on peut considérer que le fait que l'EDEN vienne donner sa marque dans le cadre de la certification à une formation, c'est que cette formation est à un certain standard. Et la certification, c'est la valeur qu'a une marque quand on l'attribue à un produit ou un service. On va parler du format parce que vous l'avez évoqué aussi. Donc, cette formation, Legal Design, elle est 100%, je crois, en ligne. Or, mais ça, Siem, tu le sais encore mieux que moi, mais il faut pratiquer le legal design pour acquérir le savoir-faire vraiment. Alors, comment vous avez fait pour intégrer les éléments pratiques et interactifs dans cette formation, en fait, pour favoriser l'apprentissage des participants? En fait, est-ce que les participants peuvent s'entraîner par la suite? Est-ce qu'il y a des exercices pratiques post-formation? Comment vous avez intégré ça? Donc, déjà, c'est une bonne question et je pense que il y a pas mal de professionnels qui peuvent se la pousser. Déjà, il faut savoir que c'est une formation, Christophe en parlera tout à l'heure mieux que moi, c'est une formation certifiante All 1. C'est-à-dire, c'est une première formation de 14 heures, effectivement, 100% en ligne, pour une initiation à la pratique du legal design et au développement de certaines compétences, qu'elles soient comportementales, digitales ou business, pour avoir les fondamentaux de la pratique du legal design. Comme l'a précisé Christophe tout à l'heure, la base avant tout, c'est l'expertise juridique. Déjà, cette première formation, elle va permettre aux juristes et aux avocats et tous les professionnels du droit de comprendre ce qu'est réellement le legal design, comment je rédige en langage juridique clair, quels sont les outils pour développer l'empathie cognitive et l'écoute client, comment concrètement, avec des méthodes et des outils, je peux faire visualiser l'information juridique et pour quel but aussi, puisqu'on ne le fait pas pour rendre les documents jolis, mais plutôt pour jouer sur les biais cognitifs, pour que les lecteurs ou du moins les clients, on leur donne envie de nous lire. Ils comprennent correctement ce qu'on a écrit pour eux, Ouais, ils et le qui mettent trouvent en l'information pratique, effectivement voilà, plus facilement facilement. dans le Donc, document. en Ouais. fait, finalement, c'est une formation pour apprendre les basiques du legal design et c'est une formation all-in, c'est-à-dire, elle est en ligne, il n'y a pas de cas pratique à Oui. proprement dit. Cependant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, entre les intervenants experts et aussi nos invités qui parlent et qui montrent, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on montre dans la construction même, que ce soit d'un contrat ou d'un processus, et des exemples concrets de cabinets d'avocats qui utilisent la méthode du legal design et de direction juridique. Donc, comment dire, il n'y a pas la partie je pratique, je mets en œuvre avec un logiciel ou un outil, parce que déjà, on part du principe que la base du legal design, ce n'est pas le visuel. C'est avant tout l'état d'esprit et toutes les compétences qu'il y a autour. Et en plus, avec tous les exemples et tous les outils, parce qu'il y a un module, le dernier module, il est carrément consacré à tous les outils pour pratiquer le legal design. Et je ne parle pas d'outils logiciels, hein, je parle vraiment de méthodologie pour développer certaines compétences. Donc, elle est très complète et elle permet au juriste ou à l'avocat qui suit la formation de commencer à pratiquer dès le lendemain, j'ai envie de dire. Après, on a des projets Oui. avec l'EDEC pour aller plus loin au niveau par rapport, je vous ai dit All 1, je vais laisser Christophe. Vous Oui, c'est anticipez ma ça. prochaine question. Ouais. Ouais, je voulais justement vous demander si vous aviez dans les projets futurs, est-ce que vous envisagiez éventuellement d'ajouter des modules ou d'adapter la formation Alors, en complément de ce qu'a dit Siem juste avant, sur cette nomenclature All 1, All 2, All 3, bon, pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire, bon, déjà, on part du principe que une compétence ou des compétences, c'est basé sur un savoir, un savoir-faire, et puis parfois un savoir-faire-faire. Notre logique elle est la suivante, c'est que ce qu'on appelle, nous, la certification, pardon, All 1. Alors, All, c'est un acronyme, hein, c'est A-L-L-L, A3L. Ça veut dire Augmented Law, Lawyer and Legal Transformation. Donc, en fait, les certifications All 1, ça correspond à des formations qui permettent d'acquérir, comme disait très bien Siem, des fondamentaux, un premier socle de connaissances et un savoir
sur un ensemble de compétences, en l'occurrence le legal design. La certification, elle est basée sur une évaluation de niveau Hall 1 qui est automatisée. Donc, ce sont des quiz, mais pas des quiz bébêtes. Hein. La preuve en est, c'est que sur un de nos programmes, on a eu un ou deux apprenants qui ont dû s'y reprendre à 3 fois avant de l'avoir, alors qu'ils n'étaient pas plus bêtes que les autres, et alors même qu'ils avaient suivi les modules. Donc, voilà, ça demande d'avoir digéré son apprentissage. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, c'est le Hall 2. Donc là, on certifie plus uniquement un savoir et des connaissances sur des compétences, on vient certifier un savoir-faire. Là, le format est différent. C'est, dans un deuxième temps, d'aller vers la mise en œuvre des compétences. Alors, ça peut être un format atelier, étude de cas, ça peut être en format hybride ou purement en présentiel, mais là, évidemment, on ne peut plus être dans la production de vidéos, on passe sur un autre format, et on va venir observer, analyser, évaluer et éventuellement certifier que telle personne sont capables de mettre en œuvre des compétences de legal design pour résoudre une problématique, apporter une solution innovante à une entreprise, à une direction juridique, à un cabinet, etc. etc. Donc, format atelier. Les participants, comme on dit, mettent les mains dans le cambouis ou les mains sous le capot et on vient évaluer un savoir-faire. Donc, Hall 1, on évalue un niveau de connaissance et un niveau de savoir, mais toujours sur des compétences. Bon, est-ce que je comprends cette compétence? À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment elle s'exprime? Deuxièmement, on exprime la compétence. Et puis, peut-être pour être complet, le format Hall 3, c'est encore autre chose. Là, on vient certifier un niveau de performance dans une équipe. On certifie une équipe. On certifie un individu. Voilà, j'espère que c'est clair. Oui, oui, non, c'est très clair. Et d'ailleurs, Delphine, par rapport à toutes ces compétences-là, en parallèle de la formation, on a travaillé aussi sur un livrable qui est un livre blanc et dans lequel on va retrouver toutes les compétences liées à la formation Legal Design qu'on a tirées du référentiel marché des 150 compétences du juriste augmenté et dans lequel on retrouve cet état d'esprit de savoir-faire et de développement de ces différentes compétences. Est-ce que je peux vous demander quelle est justement votre vision à chacun concernant l'avenir du legal design et surtout son impact potentiel sur le système juridique, soit dans son ensemble, soit sur la pratique du droit, en fait? Je pense que l'avenir, il est fort. Pourquoi? Parce que qu'on sait tous en tant que juriste, c'est que il y a un langage juridique, il y a un raisonnement juridique qui est spécifique, ou en tout cas qui n'est pas que le langage courant. Hein, je relisais récemment que le fait qu'il y a une linguiste qui avait recensé à peu près 400 termes propres au langage juridique. Et en plus de ces 400 termes, 150 termes qui sont communs au langage courant, mais qui ont un sens particulier quand ils sont utilisés en droit. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le langage juridique n'est pas différent du langage courant. Il y a une imbrication entre langage juridique et langage courant. Et quand on imbrique ces deux langages et qu'on les accumule pour faire des phrases, des raisonnements, une dialectique juridique, un document juridique, un contrat, on arrive à des contenus qui, pour un non-expert, sont soit totalement incompréhensibles, soit il n'y a même pas de question de compréhension parce qu'ils ne sont pas lus. Bon, par exemple, qui a déjà lu les conditions générales d'utilisation d'un produit Apple, les conditions générales d'utilisation de LinkedIn, de Facebook? Enfin, je ne vais pas faire toute la liste. Personne, je pense, en tout cas très peu de personnes. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait pour être lu. Bon, ici, l'objectif, surtout pour des équipes juridiques par rapport à leurs clients externes pour les avocats, clients internes pour une direction juridique, c'est d'être compris par le client. C'est s'assurer au maximum que le client va prendre en considération et va intégrer la recommandation qui est faite par les juristes, va comprendre quels sont les objectifs derrière le contrat, qu'est-ce qu'il va se passer si y a tel ou tel événement qui survient ou qui intervient,
comment les risques se traduisent très concrètement. Donc, il faut avoir un langage, ces termes de toute façon utilisés, clair, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon. Et d'ailleurs, on peut même imaginer, et je sais que c'est en réflexion, que les textes juridiques fondamentaux, par exemple un texte de loi ou un texte réglementaire, soient aussi tournés vers cet effort de langage clair et de compréhension pour le justiciable ou l'usager final du droit. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces textes juridiques, qui pour la plupart sont faits in fine, non pas pour les juristes, mais pour les usagers du droit. Alors les juristes sont aussi des usagers du droit, mais in fine, rarement faits pour des experts du droit, que ces populations soient en capacité de comprendre, en tout cas de comprendre un minimum, sans avoir besoin de passer par un interprète qui est le juriste. Alors ça, j'essaie de ne pas être trop long, mais c'est peut-être une vue un petit peu volontairement un peu naïve, mais sachant qu'on est quand même dans un monde qui est de plus en plus technocratique, au sens où il est dominé par la technologie, donc c'est parfois compliqué de rendre simple et moins complexe ce qui est complexe par nature. Hein. La matière peut être complexe. Mais alors si en plus on rajoute des difficultés de forme, c'est-à-dire qu'on rajoute une complexité supplémentaire, complexité de la substance, complexité de la forme, ça rend le droit, hein, avec un grand D, totalement incompréhensible et hors de portée pour les justiciables, les citoyens, les usagers du droit. Or, c'est un droit fondamental. Si vous deviez décrire votre approche, mais vraiment personnelle du droit, en utilisant ce que vous voulez, mais moi j'aime bien les métaphores, ou une analogie, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous choisiriez et pourquoi? J'avais noté, enfin j'ai un peu réfléchi, ouais, je me suis dit, bon, euh, tout droit, tout simple, c'est déjà pris. Donc, non, en plus, c'est vraiment sympa comme nom, parce que Ouais, c'est vrai. tout droit, bah oui, même si on dit que parfois Oui, c'est pas toujours tout simple, mais ouais, puis c'est pas toujours la ligne droite qui est le chemin le plus court, non. mais bon. Non, non, moi c'était un peu arbrousse-poil. On dit souvent, vous savez, ce qui compte, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Bah, moi, je dirais en l'occurrence, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui compte pour, alors en particulier quand on parle de legal design, mais pas que, Mm. quand on fait du droit ou quand on travaille sur le droit, bon, même si intellectuellement le voyage, il est important, mais c'est la destination qui compte. C'est la finalité, c'est le but ultime. À qui rend-on service? Quels intérêts on sert? Au-delà de sa propre expertise, son propre ego et le fait que tout le monde doit vivre. Et bon, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, ce qui compte, c'est pas le voyage, c'est la destination. Voilà. Moi, j'aime bien, moi qui est passionné d'espace, j'aime bien la métaphore de voir le droit comme un voyage interstellaire. Ah, joli. Tu vois, le droit comme l'univers, il est infini, en perpétuelle évolution, rempli de surprises. C'est un vaste cosmos avec les lois, les règles, les constellations de textes, les trous noirs de la jurisprudence. Et je vois le juriste comme un explorateur dans cet univers. Il analyse, il découvre, il navigue, il se forme. Et donc, il navigue dans ce cosmos. Et je vois le legal design dans tout ça, dans cette métaphore, comme une sorte de boussole, au fait. Une boussole pour vraiment aider. Ça rejoint d'ailleurs ce que dit Christophe sur le chemin, la destination. Donc, pour tracer vraiment un itinéraire clair à travers ce paysage juridique hyper complexe pour rendre le droit finalement accessible, compréhensible et utilisable surtout dans la vraie vie. Donc Voilà. voilà, ma C'est métaphore. sympa parce que tu vois, ça veut dire que tu parlais de voyage interstellaire, ou bon, sans aller jusqu'à, je sais pas, à Ganymède, mais moi, en fait, je promets la Lune, mais c'est Siem qui conduit. Siem, je sais que tu connais tout droit, tout simple, pour avoir Ah oui, je été, suis une grande fan, déjà mais une grande fan. être venu. Mais qu'est-ce qui, justement, vous a fait choisir tout droit, tout simple pour venir parler de cette formation superbe, alors, pour le coup innovante, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup sur le marché. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir chez moi, j'allais dire. Déjà, moi, alors évidemment, je connais tout droit, tout simple, mais je n'avais pas encore eu l'honneur et le plaisir d'y être invité. Euh, bah,
Bon, déjà, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, Delphine, moi, j'adore là, le tout droit, tout simple. Voilà, tout droit, c'est tout droit, on parle tout le droit, Voilà. mais de façon simple. Bon, donc, j'ai trouvé sympa le double sens, bref. Deuxièmement, c'est la diversité de votre podcast. Je trouve les interlocuteurs, les sujets qui sont traités, c'est pas prise de tête, les gens s'écoutent pas parler. Enfin, bon, donc je trouve ça vraiment très sympa. Et puis aussi la notoriété. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dirais pas de choses pour vous faire de la peine, hein, évidemment. Bon, Non, mais sinon, je le couperai au montage, c'est pas voilà. grave. C'est ça, c'est pas grave. J'en aurais pas à dire de toute façon. Puis même, mais non, c'est la notoriété du podcast qui est aujourd'hui une référence connue, reconnue, bien assis. Je sais pas si c'est le bon terme, mais bien positionné, bien assis. Donc c'est tout droit, c'est tout simple et c'est tout bon. C'est vrai que ton podcast, au-delà du fait qu'il soit connu, d'ailleurs, il a gagné en notoriété par rapport à la qualité des intervenants, aussi la qualité des conversations, des échanges. Et je trouve aussi qu'on partage finalement cette même volonté de démocratiser le droit, de rendre compréhensible et même de mettre en lumière certains profils d'avocats, de juristes. Certains métiers aussi qui sont peut-être pas très connus, je pense au legal ops, je pense au contract management, je pense à toutes ces choses-là. Donner envie même aux non-juristes. En fait, ton podcast, ce qui est bien, je suis sûre qu'il est écouté par, pas que par les juristes, envie à d'autres métiers, peut-être des DAF, des DRH ou que sais-je, de découvrir ce qu'on fait, nos métiers et notre quotidien et l'écosystème du droit. Donc bravo Delphine. Mais bravo. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous deux. C'était un vrai plaisir. Delphine. J'ai été vraiment ravie de vous avoir sur le podcast. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!